Ce jour-là, le soleil écrasait Paris d'un éclat indécent. Les pavés du Marais chauffaient sous les semelles neuves de Léa Dubois, directrice marketing pour une marque de cosmétiques de luxe, connue pour son arrogance discrète et son élégance froide. Elle marchait vite, comme toujours, persuadée que le monde devait se plier à sa cadence. Talons aiguilles Louboutin, sac Chanel au bras, brochine impeccable, elle n'était pas en retard, elle était juste pressée de briller ailleurs. En approchant du coin de la rue Vieille du Temple, elle croisa une femme d'une 50aine d'années, habillée simplement, sans maquillage, avec un sac à dos usé, et qui semblait hésiter à traverser. Léa leva les yeux au ciel. Une de ces invisibles qui ralentissent la marche du monde. Elle n'eut pas besoin de réfléchir, le mépris coulait chez elle comme un automatisme. En passant devant cette femme, elle la bouscula volontairement de l'épaule sans même un regard. Quand on ne sait pas marcher, on reste chez soi, lança-t-elle avec un sourire narquois. La femme ne répondit pas. Elle leva les yeux vers Léa, longuement. Ce regard, calme et perçant, aurait pu troubler n'importe qui. Mais Léa ne voyait pas plus loin que son miroir. Elle poursuivit sa route sans se retourner. Le soir même, un verre de vin blanc à la main, elle racontait l'épisode à sa colocataire et amie, Camille, en ricanant. Tu aurais vu sa tête. Une sorte de vieille institutrice perdue. Même pas un mot. Elle a dû se dire que j'étais folle. Pauvre femme. Camille leva un sourcil. Tu sais, Léa, un jour tu tomberas sur plus forte que toi. Léa haussa les épaules. Elle était forte. Et elle le savait. Elle avait appris à dominer, à anticiper, à manipuler. En affaires comme dans la vie, elle écrasait les faibles sans remords. Le lendemain, pourtant, sa force allait lui glisser entre les doigts. Car ce matin-là, Léa ne portait pas ses talons. Elle portait une robe stricte, un tailleur sobre, et un dossier de 62 pages sous le bras. Elle comparaissait devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique. Un procès embarrassant, elle avait accusé à tort une influenceuse de plagiat dans un post viral. La plainte avait été jugée sérieuse. Et même si elle avait les moyens d'avoir un bon avocat, elle savait que son image était en jeu. Elle entra dans la salle d'audience avec confiance, accompagnée de Maître Lemoine, pénaliste efficace. Elle salua distraitement quelques journalistes, puis s'assit dans le box prévu à cet effet. Lorsque la juge entra, Léa sentit son estomac se contracter. C'était elle, la femme de la rue. Même démarche sobre, même regard perçant. Mais cette fois, robe noire, posture droite, autorité absolue. La juge s'installa, consulta rapidement son dossier, puis leva les yeux vers l'accusé. Léa sentit un frisson remonter le long de sa nuque. Leur regard se croisa. Pas de colère. Pas de vengeance visible. Juste ce calme tranchant comme une lame froide. La juge parla d'une voix claire. Madame Dubois, vous êtes ici pour répondre d'une accusation grave de diffamation. Nous allons examiner les faits avec rigueur. Et rien dans son ton ne laissait deviner ce qu'elle pensait de Léa. Mais la terre sous ses pieds commençait déjà à se fissurer. Le procès fut long, ponctué d'arguments, d'analyses de publications, de vidéos, de messages. Maître Lemoine tenta de plaider la maladresse, l'erreur de communication. La partie civile, elle, brandissait les conséquences, lynchage, perte de partenariat, atteinte à la réputation. Léa, d'ordinaire si à l'aise pour parler, peinait à trouver ses mots. Elle fixait parfois la juge, espérant deviner si elle allait s'acharner. Mais la magistrate restait droite, neutre, implacable. À la pause, Léa croisa à nouveau son regard dans le couloir. Cette fois, ce fut elle qui détourna les yeux. « Tu la connais ?» demanda Maître Lemoine, surpris par la nervosité soudaine de sa cliente. Léa secoua la tête. « Non. Enfin, je crois que je l'ai vue quelque part. » Il haussa les épaules. « Elle est redoutée. Claire Béranger. Elle ne laisse rien passer. Mais elle est juste. Pas le genre à mélanger vie privée et vie judiciaire. » Léa hocha lentement la tête. Mais elle savait déjà que le jugement n'aurait pas besoin d'être partial pour lui être fatal. Quand vint le verdict, quelques jours plus tard, la salle était pleine. Léa tremblait légèrement. Elle avait perdu son assurance. Elle n'était plus cette femme arrogante du Marais. Elle n'était plus que l'ombre d'un masque fissuré. La juge lut d'une voix calme, 6 mois avec sursis, 15 000 € d'amende, et l'obligation de retirer tous les contenus diffamatoires. Mais le coup le plus violent ne fut pas dans la peine. Il vint après, dans une phrase ajoutée presque en note de bas de page. Le tribunal tient à rappeler que les mots ont un poids. Qu'ils soient prononcés dans un tribunal ou dans la rue. Le mépris, surtout lorsqu'il est gratuit, peut être la première faute d'un enchaînement de déroutes. Un silence lourd tomba dans la salle. Léa comprit. Ce n'était pas une vengeance. C'était une leçon. Une vérité posée comme une pierre dans sa mémoire. En sortant, elle croisa à nouveau la juge, dans le couloir.
Cette dernière s'arrêta, la regarda un instant, et dit simplement, « Bonne chance, Madame Dubois », avant de tourner les talons. Depuis ce jour, Léa changea. Le masque ne disparut pas, mais il se craquela un peu. Elle revit parfois cette scène dans sa tête. Elle repensait à cette rue, à cette bousculade, à cette phrase idiote lancée avec supériorité. Elle comprit que ce qu'il avait perdu, ce n'était pas l'influenceuse, ni le procès, ni même la juge. C'était elle-même. Sa certitude d'être au-dessus. Son incapacité à considérer l'autre comme un égal. Et c'est peut-être dans cette chute qu'elle retrouva une forme d'élévation. Car parfois, il faut être ramené au sol pour comprendre la hauteur réelle de l'humain. Mais les vrais changements ne s'opèrent pas en une nuit. Ils naissent dans les fissures, se glissent dans les silences et rongent doucement les fondations de ce que l'on croyait être soi. Léa, après le procès, conserva d'abord les apparences. Elle retourna à son poste, feignant la sérénité, affichant encore son sourire maîtrisé et ses tailleurs stricts. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était éteint. Non pas sa force, mais cette certitude toxique d'avoir toujours raison, d'être au-dessus. Chaque réunion devenait un champ miné. Elle s'entendait parler, vendre, convaincre, mais sa voix lui paraissait vide. Comme un discours appris par cœur, sans chair ni émotion. Pire encore, le regard de ses collègues avait changé. L'histoire du procès, relayée dans la presse spécialisée, avait entaché sa réputation. Personne ne la disait coupable à voix haute, mais elle sentait l'ombre du doute s'étendre derrière son dos. On la contournait. On la laissait à l'écart de certains projets. Elle n'était plus l'étoile montante qu'on adulait. Elle était devenue celle qu'on tolère. Même Camille, sa colocataire, ne faisait plus de commentaires acides en riant. Elle observait, silencieuse, comme si quelque chose s'était brisé dans leur complicité. Un soir, Léa entra dans l'appartement plus tôt que d'habitude. Camille était là, en train de préparer des pâtes. Léa la regarda un long moment, avant de dire « Tu crois que je suis une mauvaise personne ?» Camille se tourna lentement. « Je crois que t'as oublié ce que c'était, d'être fragile. Tu t'es blindé à force d'avoir peur qu'on te méprise. » Cette phrase, simple, l'anéantit plus sûrement qu'une condamnation. Car elle disait tout. Le mépris, chez Léa, n'était qu'un miroir inversé de ses propres blessures. Elle avait été cette adolescente humiliée pour ses vêtements, moquée pour son accent de province, regardée de haut à ses débuts à Paris. Et elle s'était jurée de ne plus jamais être faible. Mais à force de se blinder, elle était devenue l'ennemie de ce qu'elle avait été. Dans les mois qui suivirent, Léa s'effaça lentement de la scène. Elle démissionna de son poste sans fracas. Elle coupa certains réseaux sociaux. Elle prit un appartement plus petit, en périphérie. Beaucoup crurent qu'elle fuyait la honte. En réalité, elle cherchait autre chose, une forme de réconciliation. Elle commença à donner des cours de communication dans une école de commerce. Là, face à des étudiants nerveux et ambitieux, elle retrouva une forme de sincérité. Elle leur parlait des mots, de leur pouvoir. Elle leur racontait, parfois, l'histoire du procès en omettant son nom, en changeant quelques détails, et elle insistait sur cette vérité qu'elle avait apprise trop tard. Ce qu'on dit d'autrui finit toujours par revenir vers nous. Un jour, à la fin d'un cours, une étudiante l'attendit. Elle avait les traits de cette femme que Léa avait bousculée autrefois. Ce n'était pas elle, bien sûr. Mais l'ombre planait. L'étudiante la fixa et dit « J'ai lu un article sur vous. Vous êtes cette directrice condamnée, non ?» Léa inspira profondément. Puis hocha la tête. « Oui. » Il n'y avait plus de honte, juste une acceptation. L'étudiante ajouta « Je trouve ça courageux, de venir ici. J'aurais pas osé. » Léa sourit faiblement. « Moi non plus, il y a un an. » Ce petit échange, anodin en apparence, fut un déclic. Elle comprit qu'elle pouvait encore transformer sa chute en marche lente vers une autre forme d'influence. Un soir de janvier, elle reçut une lettre à son nom, sans expéditeur. À l'intérieur, un simple carton, une invitation à une conférence sur la justice et les réseaux sociaux. L'événement était organisé par une association d'avocats. Sur le programme, elle lut un nom qui figea son sang, Juge Claire Béranger à table ronde, les paroles qui blessent. Son cœur tambourina. Elle hésita plusieurs jours. Puis, poussée par une force qu'elle ne s'expliquait pas, elle décida d'y aller. Pas pour se montrer. Pas pour se faire pardonner. Juste pour écouter. La salle était pleine. Léa s'assit au fond, silencieuse. Quand la juge prit la parole, ce fut comme un retour dans le passé. Même voix posée. Même regard calme. Elle parla de son métier, de ses convictions, de la difficulté de rester neutre dans une société d'image. Puis elle raconta, sans nommer personne, cette histoire étrange d'une femme qui l'avait bousculée dans la rue, quelques heures avant un procès. La salle rit. La juge sourit. Ce jour-là,
j'ai compris que les rôles pouvaient s'inverser à tout moment. Que l'arrogance est parfois le masque de la peur. Léa, au fond, baissa les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit ses larmes monter. Non pas des larmes de rage ou d'humiliation, mais des larmes de reconnaissance. Elle aurait pu rester là, repartir sans se montrer. Mais à la fin de la conférence, alors que les invités se dispersaient, elle s'approcha lentement. La juge l'aperçut, la reconnut, et hocha doucement la tête. Aucune hostilité. Juste une forme de compréhension muette. Léa tendit la main. Merci. Un mot. Un seul. Mais il contenait tout ce que des années d'orgueil avaient retenu. À partir de ce jour, Léa reprit sa vie. Plus humble. Plus juste. Elle monta un cabinet de conseil pour jeunes femmes entrepreneurs. Pas pour leur apprendre à écraser les autres, mais pour leur apprendre à se respecter elles-mêmes. Elle parlait souvent de l'échec, de l'image, du pouvoir de l'humilité. Son histoire devint, avec le temps, une force. Non pas pour briller, mais pour éclairer. Elle ne marcha plus jamais dans la rue sans regarder les gens. Elle ne leva plus jamais les yeux au ciel devant une inconnue lente ou perdue. Car elle savait, désormais, que derrière chaque visage, chaque silence, chaque hésitation, pouvait se cacher un juge. Ou une leçon. Ou une seconde chance.